Yo tout le monde, c'est Phoenix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans la vidéo, nous allons parler d'un monument connu pour avoir été pris un fameux 14 juillet 1789. Je parle bien évidemment de la Bastille. Alors la Bastille, elle est plutôt connue comme étant une prison, mais avant d'être une prison, la Bastille était une forteresse. Donc je vais vous raconter son histoire. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît. Donc la forteresse de la Bastille a été décidée par Charles V. C'est un ancien roi de France au début du XIVe siècle. Afin de défendre la porte Saint-Antoine, donc c'est à Paris, hein, voilà, maintenant c'est là où il y a la place de la Bastille située. Et la construction commencera vers la fin, donc en 1370, et ça terminera 13 ans après, en 1383. Le but de la forteresse était de défendre Paris, et surtout le côté est, en fait, de Paris, et la porte Saint-Antoine. De plus, le roi pouvait s'en servir comme refuge, hein, et son but premier était de défendre contre les attaques extérieures, mais contre aussi, si jamais l'ennemi était à l'intérieur, de défendre l'intérieur. Elle pouvait défendre des deux côtés. Donc, elle est composée de 8 tours, reliées par des murs de 3 mètres d'épaisseur, de 4 donjons, d'une hauteur de 24 mètres à peu près, d'une longueur de 66 mètres et d'une largeur de 34 mètres, entourée d'un fossé de 8 mètres et de 25 mètres de large, alimenté par les eaux de la Seine. Voilà. Donc c'était quand même quelque chose de très impressionnant, il faut aller s'imaginer. Une croyance donc faisait partie de cela, c'est qui tenait la Bastille tenait Paris. Et justement, cette croyance, elle a bien sûr des sources. Alors, je vais vous parler des événements qui se sont passés entre 1413 et 1652. Autour de la Bastille, vous allez voir que c'est très cocasse quand même. Donc en 1413, les Parisiens, favorables à la cause du duc de Bourgogne, se rebellent contre Pierre des Escarres. Donc c'était le prévôt de Paris, c'était un officier royal qui était là pour représenter l'autorité. Un peu, euh, un peu comme les maires, un peu comme la police, voilà. Et qui fut accusé de vouloir livrer la ville aux Armagnacs. Donc les Armagnacs, en fait, c'était un parti politique qui était opposé aux Bourguignons. Et non, ce ne sont pas les habitants de la Bourgogne. Acculé, euh, Pierre des Essarts se réfugia dans la Bastille. En pensant que la forteresse lui garantirait une sécurité, effrayé par les milliers de Parisiens qui assiégeaient la citadelle, il se rendit le jour même en échange d'avoir la vie seule. Ils lui ont dit voilà, tu te rends, on te laisse la vie. 2 mois après, ils l'ont exécuté. En 1420, les Bourguignons, donc, qui jusque-là étaient sur Paris, livrent Paris à leurs alliés anglais. La forteresse ne se défendit pas davantage et resta occupée jusqu'en 1436. Donc en 1436, les troupes du roi Charles VII reprirent la ville. Donc les dernières garnisons anglaises se réfugient à la Bastille, puis se rendirent sans combattre. On rappelle que de base c'est fait pour se défendre, qu'il y a des armes à l'intérieur mais qui ne sont pas utilisées. Puis en 1588, donc 1588, la politique d'Henri III estime trop arrangeante pour les protestants parce qu'il y avait cette guerre de religion entre protestants et catholiques qui déclenche la guerre, enfin la colère des Parisiens, obligeant le roi et sa cour à fuir la capitale en laissant le champ libre à la Sainte Ligue d'Henri de Guise. Donc c'est un mouvement politique et religieux créé par les catholiques. Voilà, tout simplement.
Afin de prendre le contrôle de Paris, le duc devait prendre la Bastille, hein, comme la tradition, si je peux dire, le disait. Et quand ils arrivèrent devant la citadelle, celle-ci se rendit, encore une fois, sans aucune résistance. Ça devient cocasse, hein, quand même. Puis, en 1594, Henri IV entra dans la capitale, il assiège le fort et demande à son capitaine de se rendre. Celui-ci refusa catégoriquement. Puis, en réfléchissant, les défenseurs de la Bastille jugèrent plus raisonnable de capituler, avant même le premier coup de canon, 4 jours après. En gros, ce qui s'est passé, c'est que au début, ils étaient contre se rendre, puis au bout de 4 jours, ils se sont dit, en fait, ça serait plus raisonnable de se rendre. Et du coup, il n'y a pas eu de coup de canon. Puis fut le tour des frondeurs, alors c'est les personnes étant contre l'autorité. Un peu des anarchistes, si on peut dire. Qui étaient contre la régence d'Anne d'Autriche et le gouvernement de Mazarin. Ils décidèrent de prendre le contrôle de la capitale et par la même occasion de la Bastille. On essaya de passer d'abord par la négociation, mais le capitaine du fort, déterminé, refusa la somme de 40 000 écus. 40 000 écus, c'est à peu près 3 millions d'euros. On lui proposait pour se rendre, donc en gros la somme était proposée pour que lui se rende. Alors les assaillants se préparèrent au combat, creusant des tranchées, faisant amener les canons. L'ordre fut donné d'ouvrir le feu. Après une première slave, les artilleurs n'ont pas eu l'occasion de recharger la poudre. En effet, le capitaine se rendit sans riposter. Aucune goutte de sang fut versée ce jour-là. En 1652, le grand Condé, à la tête de la rébellion contre le pouvoir de la monarchie, marcha sur Paris. Il affronta les troupes du roi, menées par Turenne. La duchesse de Montpensier, qu'on appelait aussi la Grande Mademoiselle, décida de venir en aide au grand Condé, son cousin. Grâce à son père, Gaston d'Orléans, comte de et frère du roi Louis XIII, elles se firent à mettre les clés de la forteresse pour permettre au prince d'entrer dans Paris. Mais surtout, elle obtint l'ordre de faire tirer les canons de la Bastille sur les troupes du roi. Claude Quetel, auteur de l'histoire véritable de la Bastille, édition texto de 2012, qualifia ceci de curieux destin militaire de la Bastille. Je cite: voilà une citadelle redoutable, faite pour se défendre tant contre les ennemis venus de l'extérieur que contre les ennemis surgis de la ville, et qui ne se défend pas. En effet, comme on peut le voir, la citadelle, sur tous les fois où elle a été assiégée, elle ne se rendit que une seule fois. Enfin, elle utilisa ses armes qu'une seule fois. Maintenant, on sait que la citadelle, la forteresse de la Bastille est devenue une prison. Et cela, c'est le cardinal Richelieu qui le décida. Et à laquelle restent attachées les fameuses lettres de cachet. Vous savez, les lettres que le roi envoyait et qui permettaient l'incarcération sans jugement de personnes jugées indésirables par le pouvoir. En gros, le roi ou un de ses gouverneurs, personne très haut placée, écrivait une lettre pour vous arrêter, on envoyait des hommes et vous étiez envoyé à la Bastille. On peut le remarquer car avant 1658, 800 sont le nombre de personnes prisonnières que l'on estime à ce jour avoir séjourné à la Bastille. Et entre 1658 et 1789, les archives dénoncent pas plus de 5279 entrées. Pendant les troubles des guerres de religion, elle servit certes de prison à des grands du royaume comme François Montmorency, noble et militaire français, grand officier de la couronne, Charles d'Angoulême, duc d'Angoulême et fils naturel du roi Charles IX, ou encore le prince de Condé, gouverneur de Bourgogne. Durant la domination de la Ligue, la Bastille verra emprisonner dans ses murs l'écrivain Montaigne, des magistrats du Parlement de Paris, qui sont restés fidèles au roi, dont le premier président Achille de Harlay et l'artiste protestant Bernard Palissy y meurent. La prison pouvait accueillir 42 prisonniers isolés. Chaque tour contenait 4 à 5 étages de cellules, que l'on nommait chambres.
Il s'agissait de pièces spacieuses et aérées, avec le sol en briques et le plafond blanchi à la chaux. La lumière entrait par de grandes fenêtres qui ne furent munies de barreaux qu'en fin du XVIIe siècle. Les prisonniers étaient libres d'aménager leurs chambres à leur guise. Ceux qui avaient les moyens pouvaient vivre de manière princière. Ils faisaient venir des tableaux, commodes et fauteuils. Alors, en gros, comme vous le voyez là, je vous ai hiérarchisé un peu la chose, même que je pense avoir fait des erreurs. En haut, on a le gouverneur. Donc, c'est la personne qui va gérer la prison. En dessous, on a le lieutenant du roi et le major chargé de l'économat, qui sont surtout là pour l'aider. Sous leurs ordres à eux deux, on a les capitaines de porte et les invalides. Et sous les capitaines de porte, on a les porte-clés. Les porte-clés, ce sont un peu les gardiens, ceux qui font promener les prisonniers, qui nourrissent les prisonniers et tout ça. Les capitaines de porte, c'est leur faute s'il y a des évasions, puisque c'est eux qui sont chargés des entrées et des sorties. Donc voilà. La prise de la Bastille maintenant. Juste après la prise des Invalides, pour trouver des armes et des canons, la Bastille fut prise le 14 juillet 1789 par le peuple parisien venu chercher de la poudre et des munitions. Ils libérèrent 7 prisonniers de la forteresse, qui symbolisaient jusque-là un pouvoir très important du roi, l'arbitraire du royal, puis-je dire. Des délégations essayèrent de négocier avec le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Jourdan de Launay. En vain. Après que la forteresse soit prise, il fut emmené sur la place de la Grève, où on le décapita. Les révolutionnaires, auxquels se sont ralliés certains membres de la grande bourgeoisie, et des grands Français s'emparent notamment des archives, les dispersant en partie dans les fossés de la forteresse. Mais les collectionneurs mettent la main sur certaines d'entre elles. Dès le 15 juillet 1789, les autorités municipales tentent de les récupérer. La grande majorité est transférée à la bibliothèque de l'Arsenal en 1798. Ces archives sont constituées notamment des lettres de cachet, interrogatoires, suppliques au roi, rapports de police, correspondance de l'embastillé. Oui, parce que les gens qui étaient à la Bastille, on les appelait les embastillés. Aujourd'hui, la prise de la Bastille est considérée comme le symbole de la Révolution française, dont elle marque le commencement. Mais si le 14 juillet commémore cet événement, la fête nationale commémore simultanément la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui coïncidait avec le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Alors, de tout temps, il y a eu des prisonniers dans la Bastille. Au Moyen-Âge, on peut citer Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. Lors des guerres de région, on peut nommer François de Montmorency, beau-frère du roi Charles IX. Sous le règne d'Henri IV et de Louis XIII, on peut citer Charles d'Angoulême, fils naturel de Charles IX, et Louis cardinal de Guise, frère du duc de Guise. Sous le règne de Louis XIV, on a Louis d'Astrac de Fontaine, et puis surtout le mystérieux masque de fer. Sous le règne de Louis XV, on a Latude, qui était un célèbre prisonnier qui avait réussi à s'évader plusieurs fois, on ne sait même pas comment parfois. Et sous le règne de Louis XVI, on a le marquis de Sade, ou encore Marie-Nicole de Guay, dite l'Olivia, impliquée dans l'affaire du collier de la reine. Les 7 détenus qui ont pu s'évader le 14 juillet 1789, dedans il y avait 4 faussaires. Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean Lacorrège et Jean-Antoine Pujade. Accusés d'avoir falsifié de lettres de change, leur procès était en cours d'instruction. Et il y avait le comte d'Hubert de Solage, criminel enfermé durant l'affaire de Solage à la demande de son père qui payait sa pension. On avait aussi Auguste Tavernier, supposé complice de Robert François d'Amiens, l'auteur d'une tentative d'assassinat sur Louis XV. Et le comte de White de Malleville, embastillé pour démence à la demande de sa famille. Vous retrouverez donc dans la description tous les liens que j'ai utilisés, toute la cytographie. Et puis moi je vous dis
à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'était Felingsu, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye.